Ce rapport sur les activités et la gestion de la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher s'appuie sur les données de la campagne de chasse 2023-2024 et sur celles de la saison 2024-2025 déjà collectées à la date du 24 mars dernier. Il s'attache à témoigner de la richesse des missions effectuées par la Fédération au profit d'une chasse durable et éthique qui répond à de nombreux défis socio-culturels, économiques et environnementaux, bien sûr. Notre fédération compte 3287 adhérents territoires cette saison, contre 3311 l'an dernier. Le nombre d'adhérents chasseurs diminue pour sa part de 2,77%, avec la perte de 420 validations en 2024-2025 et 397 l'an dernier. À noter, le nombre de nouveaux chasseurs est de 267 cette saison, contre 242 en 2023-2024. L'érosion continue du nombre de chasseurs s'observe partout en France. Elle est préoccupante, car elle pourrait entraîner une augmentation des dégâts causés par le gibier et donc avoir des répercussions économiques importantes. Réduire les actions de sauvegarde de la biodiversité et poser des défis pour le renouvellement de nos effectifs, alors que 42% de nos adhérents chasseurs appartiennent à la tranche d'âge des 56-75 ans, toujours la plus représentée. L'âge moyen des chasseurs de notre département est de 51 ans pour les femmes et de 55 ans pour les hommes. La pratique féminine ne concerne plus qu'1% de nos adhérents. L'âge moyen est une statistique importante pour comprendre les motivations, les valeurs et les comportements des chasseurs. Elle nous indique également le besoin de promouvoir la chasse auprès des jeunes générations et des femmes pour assurer la pérennité de notre activité. Sous l'autorité des 15 membres du conseil d'administration, 13 personnels techniques et 7 personnels administratifs constituent l'équipe fédérale. Ces salariés représentent 19,77 équivalents temps plein. C'est non sans émotion que nous avons vu notre ingénieur cynégétique, Christian Perdreau, partir en retraite fin 2024 après 34 ans de carrière. Nous avions recruté l'an dernier Benjamin Bouffette pour lui succéder. Et comme Guy Pindon doit à son tour partir en retraite courant 2025, nous avons travaillé sur une nouvelle répartition de nos secteurs géographiques qui sera effective au 1er juillet prochain. Au service administratif, fin février 2025, nouvelle séance émotion, puisque notre secrétaire, Corinne Tessier, a choisi de quitter la fédération pour un nouvel horizon professionnel après 37 années d'ancienneté. C'est Rose Pijouan qui la remplace depuis mars dernier. Les bilans des plans de chasse grand gibier et du plan de gestion sanglier, les indices nocturnes d'abondance cerf, les indices kilométriques pédestres chevreuil réalisés sur 2 GIC de Sologne sont autant d'outils pour la gestion des populations de grand gibier. Celles-ci visent l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, c'est-à-dire la présence durable et maîtrisée des populations pour assurer la pérennité et la rentabilité des activités agricoles et forestières. C'est dans ce cadre que, face à un accroissement de la population, couplé aux effets du réchauffement climatique sur la production sylvicole, les attributions de plans de chasse grand cervidés avaient été augmentées pour la saison 2024-2025. Mais malgré une pression de chasse qui demeure importante sur le grand gibier, face à une ressource cynégétique que nous envient bien des départements, la météo humide, l'importante fructification forestière et des animaux très mobiles ont pourtant compliqué l'action de chasse cette saison. Ainsi, il a été prélevé autant de cerfs cette année que sur la précédente campagne. Et si le taux de réalisation, toutes catégories confondues, baisse de 5%, il doit donc être relativisé au regard de la hausse de 11% d'attribution. Après l'année record de prélèvement de cerfs de la précédente campagne, 945 trophées avaient été présentés, dont 27 avaient fait l'objet d'une cotation, 5 médaillés argent et 22 bronzes. Cette saison, sur les 920 trophées présentés, 28 ont été cotés, 3 argent et 25 bronzes. Nous avons effectué en mars dernier un comptage par drone sur les 4200 hectares de la forêt de Marche Noire. C'est à notre connaissance une première nationale sur une telle superficie.
L'opération a nécessité une semaine de préparation par 2 de nos techniciens, puis l'intervention de 14 télépilotes et de 20 accompagnateurs, propriétaires, détenteurs de droits de chasse, forestiers, chasseurs, administrateurs et techniciens cynégétiques, auxquels nous renouvelons nos remerciements, ainsi qu'aux fédérations de chasse voisines qui ont mis du personnel à disposition. Au cours des 5 heures de vol, 300 observations ont été enregistrées, c'est-à-dire des individus isolés ou des groupes d'animaux. Et il a été dénombré 263 cerfs, 312 chevreuils et près de 400 sangliers. Ce projet nous permet d'affiner notre méthodologie et de mesurer l'apport des drones dans le suivi des populations. L'analyse des données nous permettra de peser la fiabilité et les limites de l'outil et pourrait ouvrir la voie à d'autres applications. C'est pourquoi nous tenons à remercier les responsables de territoire qui nous permettent de réaliser des tests. Car l'intérêt, pour la gestion cynégétique de ces nouveaux outils dotés d'intelligence artificielle embarquée, ne cesse de se confirmer. Ainsi, le travail des drones en essaim qui permet à plusieurs drones de collaborer pour cartographier une vaste zone nous autorise à envisager de compter demain de nouvelles zones cerfs ou celles d'autres espèces. Et c'est à ce titre que la Fédération formera un 3e droniste cette année, que les 2 autres suivront un recyclage pour s'adapter aux évolutions de la législation, et que la Fédération a fait l'acquisition d'un nouveau drone équipé d'une caméra thermique. En 2023-2024, le SAGIR, réseau de surveillance des maladies de la faune sauvage, avait recensé plusieurs clusters de mortalité anormale de chevreuils adultes. Selon les premières analyses réalisées par le SAGIR, celle-ci s'expliquerait notamment par la consommation de ressources inhabituelles et inadaptées à l'espèce. En effet, le changement climatique, qui modifie le cortège floristique, pourrait pousser le chevreuil à modifier ses habitudes alimentaires. L'espèce, qui est d'autre part sensible aux variations de l'environnement et aux aléas de la météo, semble également soumise à des cycles d'abondance. C'est pourquoi les attributions de chevreuil ont à nouveau été minorées cette saison, pour la 2e année consécutive. La baisse du taux de réalisation de 80% en 2023-2024 à 72% cette année vient leur donner raison de cette approche prudente en matière de gestion du fonds de chasse chevreuil. Très présent en France et abondamment chassé dans notre département, le sanglier, source récurrente de dégâts aux cultures, affiche un bilan de prélèvements dégradé cette saison. À peine 21 000 hors parc et enclos, contre près de 31 000 l'an passé. La météo humide, la capacité de l'animal à développer des stratégies d'adaptation à la pression de chasse explique-t-elle ce tableau qui rappelle celui de la saison 2022-2023 ? L'espèce génère toujours des dégâts aux cultures agricoles, même si l'on peut se réjouir cette année de les voir revenir à un niveau plus normal. Nous sommes pourtant assis sur une poudrière qui ne demande qu'à exploser. L'an dernier, 8 départements avaient prélevé plus de 20 000 sangliers. Notre région cumulait ainsi à elle seule 75 670 sangliers prélevés sur le total national de 863 124, soit presque 9% des prélèvements français. Il demeure donc essentiel de maintenir une pression de chasse ou de destruction du sanglier, puisque les facteurs qui contribuent à son expansion sont toujours présents et multiples. Changement climatique, modification des paysages avec le recul des espaces agricoles et l'expansion de la forêt, disparition des prédateurs. Et outre les dégâts aux cultures agricoles, l'espèce est également source de collisions routières et ferroviaires, de dégradation d'espaces publics et privés. Elle est de plus porteuse de plusieurs maladies transmissibles à l'homme ou aux animaux domestiques. L'État a rendu obligatoire la déclaration en ligne des prélèvements de sangliers cette saison. Et avec environ 80% d'individus prélevés déclarés sur l'espace adhérent, il reste une marge d'amélioration pour l'an prochain. Car il faut rappeler le caractère obligatoire de cette déclaration et la possibilité de se faire assister par la Fédération pour la réaliser dans les 72 heures après l'action de chasse. Tout chasseur digne de ce nom a l'humilité d'admettre que ses tirs ne font pas mouche à chaque fois. Parfois, le chevreuil qu'il visait, par exemple, n'a été que partiellement touché. Dans cette situation, il doit stopper les chiens sur la voie de l'animal blessé, marquer son emplacement de tireur et le point où le gibier se trouvait au moment de son tir, ainsi que les premiers indices recueillis, puis faire appel à un conducteur de chien de sang qui mettra tout en œuvre pour le retrouver et lui éviter d'inutiles souffrances. Ces opérations de recherche sont menées gratuitement par les conducteurs de chiens de sang agréés
dont les coordonnées sont rappelées dans notre livret de date d'ouverture-fermeture de la chasse, sur notre site internet et notre application smartphone. Aucun chasseur respectable ne peut donc prétendre n'avoir pas eu les moyens d'abréger les souffrances d'un animal qui l'a blessé. Autre point d'attention pour les chasseurs, celui de concept One Health, une seule santé, mis en avant depuis les années 2000, qui vise à promouvoir une approche pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires, tenant compte des liens complexes entre la santé animale, la santé humaine et l'environnement. Dans ce contexte, comme sentinelle de l'état sanitaire de la faune sauvage, le chasseur joue un rôle d'utilité publique. Et avec ces dernières années marquées par des zoonoses telles que la tuberculose bovine, l'influenza aviaire hautement pathogène et la maladie d'Ojeski, son rôle de veilleur est apparu comme déterminant, alors que la peste porcine africaine n'en finit pas d'approcher de nos frontières. Ainsi, le 4 avril dernier, on pouvait lire sur la plateforme ESA d'épidémiosurveillance de la santé animale que depuis le 1er juillet 2024, 677 foyers domestiques et 8574 cas sauvages de PPA ont été détectés en Europe. L'incidence des cas sauvages augmente graduellement en Italie depuis le mois de novembre 2024. Il se concentre dans la zone nord et le plus proche est maintenant à 55 km de notre frontière. L'analyse des cas et foyers de PPA détectés en Allemagne et en Pologne entre le 1er juillet 2024 et le 30 mars dernier révèle un cas allemand situé à 60 km de l'Hexagone. Et si à ce jour notre pays est toujours indemne de la peste porcine africaine, on voit bien que la dynamique de circulation du virus dans plusieurs pays frontaliers fait pourtant peser une menace permanente sur les populations de sangliers et de porcs français. Maintenir notre vigilance et augmenter notre table de chasse est donc primordial pour contrôler son développement, car dans le contexte de surpopulation que nous connaissons dans notre département, la chasse demeure le plus important levier pour réguler l'espèce. Notre contribution au SAGIR s'est traduite par 16 prélèvements réalisés sur cerfs, chevreuils, lièvres et faisans en 2023-2024 et par un bilan provisoire de 8 prélèvements cette année sur chevreuils, lièvres et sangliers. Les analyses sont réalisées par le laboratoire Innovalis Tours pour rechercher des maladies partagées par la faune sauvage, les animaux domestiques et l'homme. Nous avons par ailleurs collecté 80 échantillons pour alimenter la sérothèque nationale des chasseurs, dont 50 ont fait l'objet d'une recherche sérologique pour la brucellose et la maladie d'Ojeski. 10% étaient positifs à la brucellose et environ 60% à Ojeski. La raréfaction du petit gibier de plaine est-elle une fatalité dans notre département comme partout en France ? Force est de constater que malgré l'objectif de politique publique de limiter l'étalement urbain, la rapidité d'artificialisation du sol perdure, notamment en périphérie des villes, et que parallèlement la modernisation agricole a profondément modifié les paysages ruraux au profit d'une agriculture intensive. Autant d'éléments qui contribuent à la destruction des habitats naturels auxquels ces espèces sont inféodées. Ainsi, cette dégradation environnementale profonde touche tout notre continent, et l'Europe perd en moyenne 20 millions d'oiseaux par an, soit 800 millions en moins depuis 1980. De plus, comme on peut le lire sur le site du Muséum national d'histoire naturelle, de nombreuses études menées au cours de ces 10 dernières années montrent que les populations d'insectes ont diminué de 70 à 80% dans les paysages européens mixtes agro-industriels. Comment ne pas corréler la baisse des populations d'oiseaux à celle des insectes qui les nourrissent ? Ainsi, en 2024, malgré les efforts soutenus des chasseurs, à cause de l'impact des biotopes dégradés, de l'importante pluviométrie, d'une forte prédation et de la diminution des ressources alimentaires, le résultat de la reproduction s'était révélé catastrophique, et même le pire depuis les années 70, époque des premiers suivis. C'est dans ce contexte que notre fédération a décidé de collaborer avec l'INRA et de cofinancer une thèse sur 3 ans, dans le but de déterminer les facteurs responsables de la baisse de la reproduction des perdrix et faisans. En dépit du contexte morose pour le petit gibier naturel, les compteurs bénévoles, chasseurs et non-chasseurs, continuent à s'investir en grand nombre et contribuent ainsi à la gestion de ces espèces. Qu'ils se sachent remerciés et encouragés à poursuivre leurs efforts à nos côtés. Car sinon, d'autres reprendront ce travail de dénombrement, avec les résultats extrapolés que l'on imagine, et les chasseurs perdront leur statut de gestionnaire des espèces petits gibiers. Et même si en 40 ans, le déclin de la perdrix grise est dramatique dans toute son aire de répartition en Europe occidentale, il reste pourtant encore des populations à préserver et à suivre, car les exigences écologiques élevées de cet oiseau
en font un bioindicateur qui nous renseigne sur l'habitabilité des terres agricoles pour d'autres espèces. Alors, bien que nous ne sachions pas si nos efforts seront fructueux, si nous abandonnons maintenant, notre inaction contribuera avec certitude à la disparition rapide du petit gibier de plaine dans notre département. Comment s'y résoudre? Comment renoncer à une gestion durable de ces espèces patrimoniales? L'objet même de notre association nous l'interdit, puisqu'il nous intime de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, de protéger et de gérer la faune sauvage et ses habitats. Si la perdrix n'a fait l'objet d'aucune attribution dans le cadre du plan de chasse ces 2 dernières années, il a été en revanche attribué 3717 faisans en 2024-2025 et 3941 l'an dernier. Les prélèvements, qui étaient de 54% l'an dernier, sont tombés à 41% cette saison. Les indices kilométriques réalisés au printemps 2024 pour le lièvre, en 2 passages sur 454 km, nous ont permis d'apprécier l'évolution des populations sur 50 communes. L'indice moyen était de 6,82 lièvres au kilomètre. Cette année, les 2 passages sur 467 km de circuit ont permis de calculer un indice moyen de 6,4 lièvres au kilomètre sur 51 communes. On observe donc une tendance à la baisse pour l'espèce, laquelle se confirme sur tout le territoire national. Les données du printemps 2024 nous avaient permis de définir le plan de chasse lièvre de la saison 2024-2025. 2904 lièvres ont été attribués sur l'ensemble des zones en gestion. Le taux de prélèvement est de 45%, sensiblement identique à celui de l'an dernier qui était de 47%. Dans le cadre du programme de recherche sur les fuligules en France, nous avons poursuivi cette année la mesure du succès des nids de canards plongeurs et colverts sur 6 étangs en Sologne. Ainsi, depuis 2012, plus de 800 nids de fuligules milouin et morillon ont été répertoriés et suivis jusqu'à leur terme. Pour ces espèces, considérées en déclin en Europe, connaître l'évolution de leur population est donc nécessaire pour envisager le maintien de leur chasse, d'autant que celle du milouin risque d'être remise en cause d'ici peu. Au printemps 2024, nous avons par ailleurs mis en place un recensement unique en France de fuligules sur 2 mailles de 10 km² en Sologne. Et fin avril, 250 étangs de plus d'1 hectare d'eau ont été prospectés, représentant une superficie d'eau cumulée de 1200 hectares. Nous tenons à remercier l'ensemble des propriétaires qui nous ont donné accès à leur étang. Les données collectées permettent d'estimer le nombre de couples en zone Natura 2000 Sologne de Loir-et-Cher, largement sous-estimés par les naturalistes dans leurs publications. Le renouvellement en 2026 par le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie de l'arrêté triennal ESOD du groupe 2, qui concerne les espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts, nécessite que nous collections un maximum de déclarations de dommages en 2025. Elles nous permettront d'étayer notre rapport argumentaire pour le maintien du classement des 6 espèces du groupe 2 classées ESOD dans notre département, à savoir le renard roux, la fouine, la martre des pins, le corbeau-freux, la corneille noire et les tourneaux sansonnés. Tout comme pour le nombre de piégeurs en activité, le nombre de bilans de capture que nous recevons diminue au fil des saisons. Ces données sont pourtant également essentielles à la défense de la régulation de ces espèces. Parmi celles-ci, le renard roux est le mammifère le plus régulé dans le département, avec 8824 prélèvements en 2023-2024. Pour les oiseaux, le bilan du corbeau-freux totalise 7869 prises sur la même saison. Le blaireau, qui n'est pas classé ESOD, peut pour sa part faire l'objet de mesures administratives de régulation à l'initiative du préfet en cas de dommages avérés sur des exploitations agricoles ou des infrastructures publiques. Ainsi, en dehors de la période de chasse, les lieutenants de louveterie sont intervenus sur plusieurs communes au cours de la saison 2024-2025 et des autorisations individuelles de destruction de blaireaux par piégeage ont été délivrées à des piégeurs agréés pour limiter des dégâts sur parcelles agricoles ou les risques liés au creusement d'une cavité sous un chemin communal, par exemple. En 2023-24, 299 prélèvements de blaireaux ont été réalisés à la chasse et 23 en vénerie sous terre, soit un total de 322, hors prélèvements réalisés par les lieutenants de louveterie. Cette année, alors que nous n'avons pas enregistré tous les bilans, 394 individus sont déjà répertoriés au tableau. Les actions menées par la Fédération pour aménager des habitats agricoles propices à la petite faune notamment témoignent du rôle des chasseurs en matière de services écosystémiques, puisque ces aménagements profitent à une multitude d'espèces et contribuent ainsi au maintien local de la biodiversité. Mais la superficie en jachère ne cesse de diminuer.
malgré l'accompagnement financier de la fédération. Dans ce domaine, elle ne peut agir qu'en soutien des exploitants agricoles et dépend de leur bonne volonté pour réaliser ce type d'aménagement. 121 exploitants ont signé cette saison, 211 contrats au total, pour réaliser des jachères sur 589 parcelles. Le contrat de non-broyage, qui interdit broyage et fauche pendant la période de reproduction, le contrat faunique, qui vise à apporter un couvert appétant et protecteur pour la faune, et le contrat mellifère sont les contrats les plus souscrits. Ils représentent près de 79% des superficies concernées. Autre élément essentiel des agroécosystèmes, les haies constituent de véritables îlots de biodiversité, zones refuge pour la faune. À ce titre, la Fédération a accompagné la plantation de 5,65 km de haies cette année et 6,59 km sur la campagne 2023-2024. En partenariat avec Christophe Bach, animateur Natura 2000, la Fédération anime des actions de restauration d'étangs en Sologne, cofinancées par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, le Fonds Éco-Contribution et les propriétaires de ces zones humides. Dans ce cadre, pas moins de 80 étangs ont ainsi été restaurés en Sologne entre 2017 et 2025, pour un budget global d'environ 350 000 €. Cette action est favorable aux espèces de gibier d'eau, bien sûr, mais également et plus largement à toutes les espèces inféodées à ces milieux. Nous avons d'autre part réalisé une enquête sur les mares de notre département auprès des responsables des territoires concernés. Sur les 125 répondants, 50 nous ont dit être intéressés par la réalisation d'un diagnostic sur 170 mares. 3 mares de marche noire font ainsi l'objet d'un diagnostic faune, odonates et amphibiens, et flore, réalisé par l'Institut d'écologie appliquée. Il vise la définition de recommandations de gestion. Une vingtaine de mares feront ensuite l'objet d'un diagnostic similaire. Et si la demande de subvention que nous avons déposée dans le cadre de l'éco-contribution est acceptée, nous pourrons contacter d'autres répondants pour leur proposer un diagnostic de leur mare. Pour agir sur notre environnement, la première règle est de le respecter. C'est dans ce but qu'avait été lancée dans notre région dès la saison 2011-2012 la chasse à la cartouche usagée. Notre système de collecte a évolué cette saison puisque les chasseurs peuvent désormais rapporter toute l'année leurs douilles à notre siège de Vineuil. Par ailleurs, il est également possible maintenant de les déposer auprès de notre centre de formation de Montrieux, suivant le calendrier annuel défini. 24 big bags ont déjà été collectés cette saison, soit 24 mètres cubes de cartouches usagées qui non seulement ne pollueront pas nos plaines et forêts, mais dont la matière a de plus été recyclée. En mars 2024, l'opération nationale J'aime la nature propre, financée par le dispositif de l'éco-contribution et avec le soutien de partenaires locaux, avait permis à 160 participants, chasseurs et non-chasseurs, de collecter 27 mètres cubes de déchets de toute nature le long des rives de la Loire et du Cher. Cette année, pour protéger les espaces naturels, 243 participants ont ramassé pas moins de 54 mètres cubes sur les 3 sites de collecte de Blois, Muides-sur-Loire et Chaumont-sur-Loire, et sur la commune de Celles-sur-Cher. Une quantité phénoménale de pneus abandonnés dans la nature ont été récupérés cette année par les bénévoles. Grande fierté pour notre fédération, les actions que nous menons et qui relèvent d'une compétence avérée sur les enjeux de biodiversité et les nombreuses actions d'éducation à la nature que nous réalisons nous ont valu d'obtenir cette année le renouvellement, pour une durée de 5 ans, de notre agrément au titre de la protection de l'environnement. Activité réglementée, la chasse exige pour sa pratique la réussite à l'examen du permis de chasser. Et depuis la loi chasse de 2019, la remise à niveau décennale sur la sécurité s'impose également à tous les chasseurs, quelle que soit l'ancienneté de leur réussite à l'examen du permis de chasser. La formation et la remise à niveau des chasseurs représentent donc une mission fédérale importante. Et outre ces 2 formations obligatoires, elles forment également les chasseurs et futurs chasseurs sur plusieurs thématiques: chasse à l'arc, chasse accompagnée, garde particulier, piégeage, journée sécurité, venaison. Depuis sa mise en application, 5449 chasseurs ont suivi la remise à niveau décennale sur la sécurité à la chasse par le biais de notre fédération. La chasse est une activité très réglementée. Le service départemental de l'Office français de la biodiversité accomplit à ce titre un important travail de police pour assurer le respect de la réglementation. Nous tenons à l'en remercier. Ainsi, au cours de la saison 2023-2024, 18 procès-verbaux ont été dressés, dont 1 pour tir vers la route, 2 pour récidive d'infraction à l'agrainage et 1 pour non-réalisation des minima de plan de chasse. 88 timbres amendes ont été délivrés
dont 34 pour non-respect des règles de sécurité à la chasse. 4 chasseurs postés sur la route, 4 tirs vers la route, 16 non-ports du gilet fluo et 3 non-poses de panneaux chasse en cours. Cette saison, 33 timbres-amendes ont déjà été délivrés, dont 6 pour non-respect des règles de sécurité à la chasse, 1 pour une arme non démontée et 5 pour non-port du gilet fluo. Alors que le nombre d'accidents de chasse mortels a augmenté cette saison, le respect des règles conçues pour assurer notamment la sécurité des chasseurs et des autres utilisateurs de la nature ne peut être une option. Pour ce qui concerne les dégâts de grand gibier causés aux cultures agricoles, pour la campagne 2023-2024, nous sommes revenus à une situation financière quasi normale. Nous avons enregistré une baisse de pas moins de 200 hectares de surface agricole détruite par rapport à la saison précédente. Les prix des denrées ont pour leur part contribué à diviser pratiquement par 2 le montant indemnisé sur la saison. Toutefois, la progression du sanglier au-delà du sud-est du département nous inquiète fortement. Il est donc impératif pour les finances des chasseurs que les responsables de chasse de ces nouvelles zones colonisées par le sanglier maintiennent une pression cynégétique forte afin de ne pas se laisser déborder par cette espèce très colonisatrice. Les animations proposées en 2023-2024 par notre éducatrice nature à plus de 3000 participants ont touché 68% d'enfants et 32% de grand public au cours de 145 demi-journées d'animation. Notre calendrier Instant Nature, les animations réalisées auprès des scolaires, le club et les stages nature, certains réalisés en partenariat avec la Fédération de pêche du Loir-et-Cher, sont autant d'outils qui nous permettent de sensibiliser à la biodiversité et aux enjeux écologiques de manière positive et ludique. Avec le soutien de l'éco-contribution, le pôle régional d'éducation à la nature développe pour les fédérations de chasse de notre région des outils variés, ludiques, de partage de connaissances. Jeux de cette famille nature, livrets-jeux, mémotraces, guides faune sauvage, atlas de 30 mammifères, autant de supports pédagogiques que nous utilisons pour conduire nos actions d'éducation. Notre réserve de chasse et de faune sauvage de Malzenay, qui se laisse découvrir à travers les sentiers de la Tour et du Souchet, permet de vivre une immersion grandeur nature à la découverte de trésors de ce site classé espace naturel sensible et soutenu financièrement par le Conseil départemental de Loir-et-Cher, lequel a également réalisé le diagnostic écologique et la rédaction du plan de gestion de la réserve. Nous l'en remercions vivement. Nous avons par ailleurs signé en janvier dernier une convention de parrainage d'espaces naturels sensibles avec le collège de Celles-sur-Cher et le Conseil départemental de Loir-et-Cher. Le but est de faire découvrir les sites naturels sensibles aux collégiens et à leurs enseignants, notamment la réserve de Malzenay. Notre maison de la chasse et de la nature de Montrieux-en-Sologne a bénéficié pour sa part d'aménagement grâce à l'éco-contribution. Ce site accueille notamment nos stages et camps nature. Et le départ et l'arrivée de la prochaine randonnée des chasseurs se tiendra à la maison de la chasse et de la nature le 25 mai prochain. Vous y êtes attendus nombreux. Notre partenariat avec le comité départemental de la randonnée pédestre s'est traduit par l'envoi de 2279 mails aux responsables de territoires de chasse pour leur transmettre les informations relatives à 74 randonnées qui se tenaient en 2024 et par l'envoi depuis le début 2025 de 1263 mails concernant 47 randonnées. Cette démarche très appréciée favorise une meilleure compréhension entre usagers de la nature grâce à laquelle courtoisie, sécurité et respect de l'environnement deviennent les maîtres mots. La richesse des missions exercées par la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher et les actions qu'elle réalise nécessitent échange, partage, transmission, interaction. À ce titre, la variété de nos outils de communication est indispensable pour partager nos connaissances, rendre compte, convaincre et séduire. Notre site internet connaît cette année une refonte globale que vous découvrirez dans la présentation qui suivra. Adossée au site internet, la nouvelle application smartphone FDC 41 a vu le jour cette saison. Lancée mi-janvier dernier, elle a déjà été téléchargée près de 1400 fois et totalise en moyenne 7 téléchargements quotidiens. Une belle réussite pour cet outil qui permet d'accéder en tout temps et en tout lieu à la totalité de l'information en ligne sur notre site internet. L'utilisateur peut également alerter la fédération sur différents sujets à travers des formulaires dédiés. Notre espace adhérent a également évolué cette année pour rendre possible la saisie de vos prélèvements de sangliers. Notre newsletter est adressée chaque mois à près de 10 400 personnes
pour les informer de l'actualité cynégétique départementale et de l'avis de la fédération. Le taux d'ouverture moyen oscille entre 55 et 58%. Sur les réseaux sociaux, notre page Facebook totalise 3 900 abonnés et touche plus particulièrement les 25-34 ans et les 35-44 ans. Parmi nos abonnés, 74,6% sont des hommes et 25,4% des femmes. Près de 2000 followers nous suivent sur Instagram. La tranche d'âge la plus représentée est celle des 18-34 ans. Et nous comptons 22,4% de femmes pour 77,6% d'hommes. La revue Chasse en Loir-et-Cher est adressée gratuitement 3 fois par an à près de 16 000 personnes. Elle permet à la fédération de communiquer auprès de ses adhérents, mais également auprès des partenaires institutionnels, cynégétiques, scolaires, touristiques. Nous avons enfin organisé et participé à divers événements. Notre soirée Nouveaux Chasseurs, qui a permis à 42 d'entre eux de découvrir, au cours d'une soirée festive, toutes les associations cynégétiques de Loir-et-Cher. Nous étions à nouveau présents sur le marché de Blois fin décembre pour valoriser la venaison. Nous avons organisé notre exposition des trophées de cerf à Courcheverny et accueilli les marcheurs de la randonnée des chasseurs sur notre site de Montrieux, au départ et à la fin de la manifestation, en valorisant là encore la venaison. Nous partagions un stand avec notre fidèle partenaire Monceau Assurance lors du Game Fair. Et nous avons été partenaires du CUSCA pour organiser la journée Saint-Hubert et promouvoir la chasse du petit gibier. À noter, nos animations autour de la découverte gustative de la venaison se révèlent un excellent outil de communication, largement publicité, en particulier par un public n'ayant pas facilement accès au gibier. Et auquel nous devons affirmer que la chasse est d'abord une source de nourriture, une alternative plus durable et éthique à la viande issue de l'élevage industriel. Car dans notre société, où notre pratique est devenue un sujet sensible et controversé, il faut pourtant rappeler que la chasse rime avec gestion de la faune, conservation de la nature, tradition et culture, source de nourriture et respect de l'animal. Aussi, que tous ceux qui au cours de la saison ont participé à nos missions fédérales, nous ont soutenus financièrement, ont défendu la pratique d'une chasse éthique, durable et respectueuse, ont géré et aménagé des territoires au profit de la biodiversité, se sachent remerciés du fond du cœur.